La radio grésilla à 3h47 du matin, tirant Dean Maddox d'un sommeil agité. Toutes les unités, tapage domestique sur Maple Creek Road. Les mains burinées de Dean trouvèrent son insigne dans l'obscurité. 3 mois de congé obligatoire après la mort de Marcus, son partenaire abattu lors d'un contrôle de routine. Les cauchemars n'avaient pas cessé. Unité 47, je réponds, lança Dean à la radio. Le département l'avait associé à l'officier Bryce Keller, 25 ans et plein d'entrain. Dean appréciait l'enthousiasme, mais quelque chose dans la constante recherche d'approbation de Bryce lui tapait sur les nerfs. L'appel n'était rien, des adolescents ivres. De retour au poste, Dean remarqua quelque chose qui brillait sur le plancher côté passager, là où Bryce était assis. Il se pencha et ramassa une petite boucle d'oreille en émeraude. Son sang se glaça. Une pièce personnalisée qu'il avait commandée pour le 30e anniversaire d'Emily. Une minuscule inscription, pour toujours des E. À peine visible. Sauf si l'on savait où regarder. Il avait économisé pendant des mois, travaillant des heures supplémentaires pour se l'offrir. Quelque chose ne va pas, sergent, demanda Bryce, se rasseyant. Dean serra la boucle d'oreille dans son poing. Je pensais avoir vu quelque chose chez moi. Emily était réveillée, en tenue de yoga, sirotant du thé. Cheveux auburn en chignon désordonné. Elle paraissait plus jeune que ses 42 ans. Comment s'est passée ta journée, demanda-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Dean tendit la boucle d'oreille. J'ai trouvé ça dans la voiture de patrouille. Ça te dit quelque chose? Emily pâlit, mais se reprit rapidement. Ah, cette vieille chose? Je l'ai perdue il y a des semaines. Elle a dû tomber quand tu m'as ramené. Un rire forcé, comme du verre brisé. Il doit y en avoir des dizaines comme ça en ville. Les chaînes de magasins, la production de masse. Tout ce que Dean connaissait hurler les signes de mensonge de sa femme, se toucher la gorge, le tremblement de la voix, éviter le contact visuel. 20 ans à la regarder mentir sur des anniversaires oubliés et des factures cachées. N'est-ce pas? Production de masse. Au cours des semaines suivantes, Dean remarqua des choses. Bryce faisait des références désinvoltes à la vie personnelle de Dean. Emily enseignait le hot yoga le jeudi. Dean préférait le café, noir avec 2 sucres. Des informations jamais partagées. Emily changea aussi. Une femme qui se plaignait d'un métabolisme qui ralentissait passait soudainement 3 heures à la salle de sport tous les soirs. Nouveaux vêtements de sport, maquillage pour l'exercice, obsession du téléphone. Je retrouve Sarah pour dîner, annonça TL mardi soir. Sarah du studio? Non. Sarah Hendricks. Le club de lecture? Dean acquiesça. Emily n'avait jamais mentionné Sarah Hendricks et elle avait quitté le club de lecture il y a des mois. Après son départ, Dean conduisit jusqu'au lieu de réunion du club de lecture d'Emily. Sa voiture n'était pas là. Il vérifia 3 restaurants. Rien. À 11h du soir, la voiture d'Emily revint, les joues rouges, les cheveux en désordre, prétendant que Sarah voulait boire du vin à 2 villes d'ici. Comment était le vin? Quel vin? Demanda-t-elle, évitant à nouveau le contact visuel. Tu as dit un bar à vin. Les yeux d'Emily papillonnèrent. Ah, oui. Bien. Bon. J'ai lu. Le lendemain, Dean se rendit chez Radio Shack et acheta un traceur GPS. L'entraînement militaire lui avait enseigné la patience et la précision, des compétences qui lui servaient bien maintenant. Il fixa le traceur à la Honda d'Emily pendant qu'elle prenait sa douche. En quelques heures, il surveillait ses mouvements, un itinéraire vers la salle de sport précis, mais seulement 20 minutes avant de se diriger vers des zones rurales isolées, des chemins forestiers où les adolescents se garaient. La mâchoire de Dean se serra, regardant le point rouge rester immobile pendant 1 heure. Lors de leur prochaine journée de service, Bryce sembla bavard. Vous avez de la chance d'avoir une femme aussi dévouée. Emily dit toujours à quel point elle est fière de votre service. Quand as-tu parlé à Emily? En ville. C'est petit. Tout le monde se croise. La poigne de Dean se resserra sur le volant. C'est ça. Ce soir-là, il clona le téléphone d'Emily à l'aide d'un logiciel de criminalistique numérique, 10 minutes pendant qu'elle prenait sa douche. Les messages le rendirent malade. Contact inconnu, je n'arrête pas de penser à aujourd'hui. Tu me rends fou aux folles. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai l'impression d'être enfin vivant. Contact inconnu.
Quand puis-je te revoir? Demain soir. Rendez-vous à notre endroit habituel vers 8 heures. Contact inconnu. J'apporterai du vin et cette chose que tu aimes. Émilie, tu es terrible. J'adore ça. Des semaines de tels messages. Contact inconnu. Mais la nature de la relation était claire. Le lendemain soir, Dean dit à Émilie qu'il ferait un double service. Au lieu de cela, il gara son camion sur une colline surplombant l'aire de stationnement isolé où le GPS indiquait qu'Émilie passait 3 soirées. À 8h15 du soir, la Honda d'Émilie arriva, suivie d'un VUS familier du département. À travers des jumelles, Dean regarda sa femme embrasser son partenaire dans les phares, des silhouettes fusionnant dans un baiser passionné qui lui sembla être un poignard. Ils disparurent dans le VUS pendant plus d'1 heure. En sortant, Bryce aida Émilie à remettre ses vêtements en ordre avant de la raccompagner à sa voiture. La familiarité intime suggérait que ce n'était pas leur première rencontre. Dean resta assis dans l'obscurité longtemps après le départ des 2 véhicules, respirant superficiellement, sa vision se rétrécissant. 20 ans de mariage réduit à une liaison bon marché avec un gamin à peine plus âgé que les élèves d'Émilie. La trahison était plus profonde que la mort de Marcus. C'était une violence aléatoire, une tragédie sans malveillance personnelle. C'était une tromperie délibérée de la part des 2 personnes en qui il avait le plus confiance. Les jours suivants, Dean mena une surveillance digne d'une opération militaire. Il installa des dispositifs d'écoute dans la voiture d'Émilie à l'aide de matériel d'infiltration. Il positionna une caméra de chasse à l'aire de stationnement, capturant les plaques d'immatriculation et les horodatages. Les enregistrements étaient accablants. Dean commence à se douter de quelque chose. La voix d'Émilie crépitait. Il a posé des questions sur la boucle d'oreille. « Quelle boucle d'oreille ?» répondit Bryce. « Celle en émeraude que tu m'as enlevée dans la voiture de patrouille. J'ai dit qu'elle n'était pas à moi, mais les flics remarquent tout. Il faut qu'on fasse plus attention. Trouve un autre endroit. Je ne peux plus continuer à mentir, Bryce. 20 ans de mariage, mais mon Dieu, quand je suis avec toi, je me sens à nouveau comme si j'en avais 22. Tu es désirable. » Dean n'apprécie pas ce qu'il a. Il est distant depuis la mort de Marcus. Physiquement présent, mais émotionnellement absent. Tu mérites quelqu'un qui te voit. Je sais que c'est mal. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Dean coupa l'enregistrement, fixant la pluie qui striait son pare-brise. Les mots d'Émilie sur le fait de se sentir à nouveau comme une jeune femme de 22 ans le piquèrent, car ils révélaient une vérité. Il avait été aveugle, quelque part dans la routine du mariage. Il avait cessé de voir sa femme comme une femme et avait commencé à la voir comme quelqu'un de fiable, de prévisible. Mais cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait au commissariat. Dean commença à s'isoler. Bryce lui confia des tâches banales, classement des preuves, service de la circulation, contravention de stationnement. Quand Bryce se plaignit des affectations ennuyeuses, Dean haussa les épaules. Tout le monde y passe, mon pote. Marcus et moi, on a fait la circulation pendant 3 ans avant de décrocher notre première affaire sérieuse. Mais sergent, je croyais qu'on était partenaires. Montrez-moi les ficelles. C'est ce que je fais. Les ficelles commencent par apprendre la patience. La frustration visible de Bryce satisfit profondément Dean. Le gamin voulait de l'excitation et de la reconnaissance. Des erreurs de débutant classiques que Dean pourrait exploiter lors d'une patrouille de routine. La radio crépita. Unité 47, signalé un cambriolage au 1247 rue du Chêne. Propriétaire âgé. Pense que quelqu'un est au sous-sol. Dean prit un itinéraire sinueux à travers les quartiers au lieu d'un chemin direct. Sergent, la rue du Chêne, c'est par là, fit remarquer Bryce. Je connais ces rues mieux que quiconque. Fais confiance à la procédure. Ils arrivèrent avec 15 minutes de retard. Madame Chêne se tenait sur le porche avec une batte de baseball. Il y a définitivement quelqu'un en bas. J'ai entendu des pas et des voix. Dean envoya Bryce vérifier le sous-sol tout en interrogeant Madame Chêne. À travers la fenêtre, il observa Bryce descendre les escaliers avec une lampe de poche. Le sous-sol était vide à l'exception du rangement. Dean avait appelé à l'avance, demandant à Madame Chêne de faire le signalement. Promettant une réponse rapide aux préoccupations légitimes du quartier. Quelque chose en bas, agent Keller? Rien, sergent. Vieux meubles et décorations de Noël. Vérifiez à nouveau. Soyez minutieux.
Bryce passa 20 minutes à fouiller tandis que Dean discutait avec Madame Chen du service militaire de son mari et de la sécurité du quartier. Un maintien de l'ordre communautaire productif, mais aussi un exercice de domination, faire à Bryce des corvées pendant que Dean gérait l'interaction significative. De retour au poste, Dean surprit Bryce se plaindre à Martinez. J'ai l'impression qu'il me traite comme une recrue. J'ai fini major de promo à l'académie, je sais comment sécuriser des bâtiments. Laisse-lui du temps, conseilla Martinez. Maddox a perdu son partenaire récemment. Il est probablement juste très prudent. Ou peut-être qu'il ne me fait pas confiance. Dean sourit d'un air sombre en classant son rapport. La confiance se gagnait. Et Bryce avait déjà prouvé qu'il n'en était pas digne. Ce soir-là, Dean confronta Emily directement. Il faut qu'on parle. Elle leva les yeux de son ordinateur portable, tapant ce qui ressemblait à des textos. De quoi? De l'endroit où tu passes réellement tes soirées. Le visage d'Emily traversa des micro-expressions. Surprise, peur, calcul, défi. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Dean plaça des captures d'écran GPS imprimées sur la table basse. Ce sont les données du dispositif de suivi dans ta voiture. Tous les soirs. Depuis 3 semaines, tu as conduit vers des endroits isolés et tu y es resté des heures. Tu veux bien m'expliquer? Emily fixa les papiers, respirant superficiellement. Tu m'as traqué comme une criminelle. Comme un mari qui a remarqué que sa femme mentait sur ses allées et venues. C'est de la folie, Dean. Tu es paranoïaque. Le stress de la perte de Marcus ne fait pas ça. La voix de Dean était empreinte d'une autorité absolue. Ne mens pas. Plus jamais. Et n'utilise pas la mort de Marcus comme excuse pour ta trahison. La contenance d'Emily se brisa. Des larmes coulèrent tandis qu'elle enfouissait sa tête dans ses mains. Ce n'était pas censé arriver. Mais c'est arrivé, avec mon partenaire dans ma voiture de patrouille. Elle releva brusquement la tête. Comment tu as la boucle d'oreille n'était que le début, Emily. Je sais tout. Alors tu sais que je t'aime. Cela ne change pas 20 ans de vie commune. Le rire de Dean était amer. Ça change tout. Tu as choisi de me tromper avec quelqu'un à qui je confie ma vie quotidiennement, tu as choisi de faire de moi un imbécile devant mon service, ma communauté. Personne ne le sait. Tout le monde le sait. Petite ville, Emily. Les gens voient des choses. Ils parlent. Emily essuya ses yeux, étalant son maquillage. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Je le suis. Mais j'en ai assez de me sentir invisible dans mon propre mariage, assez de rivaliser avec ton travail et tes murs de chagrin. Alors tu as décidé de coucher avec un jeune de 25 ans? Il me fait me sentir comme une femme au lieu d'un meuble. Et cela justifie de détruire notre mariage? Les larmes d'Emily s'arrêtèrent, remplacées par une colère rebelle que Dean ne lui avait jamais vue auparavant. Oui. Le lendemain matin, Dean rendit visite à Patricia Wells, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable du comté, connue pour ses tactiques de terre brûlée et pour obtenir des règlements favorables aux conjoints lésés. Je dois demander le divorce, dit Dean, en déposant un dossier Manny sur son bureau. Adultère. J'ai des preuves. Patricia examina des données de géolocalisation, des enregistrements audio, des photographies avec un détachement professionnel. C'est très complet, sergent. L'avocat de votre femme aura du mal à contester cela. Je veux qu'elle n'obtienne rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens. Je veux qu'elle comprenne que ces actes ont des conséquences. La loi exige une répartition équitable. Mais avec la preuve d'adultère, nous pouvons plaider un écart par rapport au partage standard 50-50. Surtout si des fonds matrimoniaux ont facilité la liaison. Dean se pencha en avant. Que voulez-vous dire? Chambre d'hôtel, restaurant, cadeau. Si votre femme a dépensé de l'argent commun pour sa relation, nous pouvons le qualifier de gaspillage conjugal et demander un remboursement. Elle a acheté de nouveaux vêtements, des abonnements à la salle de sport, des cosmétiques chers, le tout après le début de la liaison. Patricia sourit comme un requin. Nous aurons besoin de justificatifs. Relevé de crédit, reçu, tout ce qui montre des dépenses inhabituelles coïncidant avec un calendrier précis. Cet après-midi-là, Dean soumit un signalement anonyme aux affaires internes, alléguant que l'officier Keller utilisait des véhicules de service pour des activités personnelles et s'était peut-être engagé dans une conduite indigne.
L'enquête serait discrète mais approfondie. Les véhicules utilitaires sport du service disposaient d'un système de suivi par géolocalisation et de caméras embarquées pouvant être consultées pour des violations des règles. Dean commença également à répandre des rumeurs soigneusement orchestrées parmi ses collègues. Pas des commérages malveillants, mais des préoccupations stratégiques quant au jugement de Bryce. Le gamin semble distrait ces derniers temps. Il en a parlé au chef Grant lors du briefing hebdomadaire. Des détails de rapports manquants arrivent en retard aux appels. Vraiment? Ses résultats à l'académie étaient impressionnants. L'académie, c'est différent de la rue. Peut-être qu'il a besoin de plus d'expérience avant d'être affecté à des missions complexes. Le chef Grant hocha la tête pensivement. La réputation du service était cruciale dans les petites villes. Toute inconduite d'un officier nécessitait une gestion prudente. La semaine suivante, Dean intensifia la guerre psychologique contre Emily et Bryce. Planifia des quarts de patrouille, gardant Bryce occupé pendant les heures de gym d'Emily, perturbant leur rencontre. Quand Bryce se plaignit des horaires, Dean simula de l'inquiétude. « Tout va bien? Tu as l'air anxieux concernant tes temps libres. »« Non, monsieur. J'essaie juste de maintenir une routine d'entraînement régulière. La forme physique est importante. Ma femme est elle-même devenue une grande adepte de la gym. C'est marrant comme les gens changent leurs priorités. » Le visage de Bryce devint rouge, mais il ne dit rien. Dean commença à laisser des preuves subtiles de ses connaissances autour de la maison. Se garer là où il pouvait observer les mouvements d'Emily, poser des questions spécifiques sur ses activités, mentionner des détails fortuits suggérant une surveillance. La pression psychologique eut l'effet escompté. Emily devint de plus en plus paranoïaque et irritable, sursautant au moindre bruit inattendu. Vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. « Tu me rends folle avec ton comportement suspicieux », accusa-t-elle un soir. Soit tu me confrontes directement, soit tu me laisses tranquille. Je pensais que je t'avais confronté. Tu as tout nié. Parce qu'il n'y a rien à nier. Vraiment? Alors ça ne te dérangera pas que je vérifie ton téléphone tout de suite. Emily serra le téléphone contre elle, protectrice. C'est privé. Privé de ton mari depuis 20 ans. L'impasse s'étira comme une arme chargée. Finalement, Emily sortit en trombe, claquant la porte de la chambre. Dean sourit d'un air sombre. La pression fonctionnait. Le lendemain à la station, il mit en œuvre la phase suivante. Pendant le briefing du matin, Dean annonça qu'il s'était porté volontaire avec Keller pour une formation spécialisée auprès de l'unité tactique de la police d'État, la numéro 2. Un programme d'une journée axé sur la gestion des situations de stress élevé, expliqua-t-il au chef Grant. Une bonne expérience pour une recrue. Ça a l'air utile. Quand est-ce que ça commence? Ce week-end. Nous prendrons l'unité 23. Elle a un équipement radio modernisé. Le chef Grant approuva sans hésitation. Dean choisit l'unité 23 parce qu'elle devait subir une maintenance des freins. Fait avéré. En consultant les registres du parc automobile vendredi soir, Dean desserra la connexion de la conduite de frein de l'unité 23 juste assez pour provoquer une perte progressive de liquide. Pas assez pour un accident grave, mais suffisant pour créer une situation dangereuse qui ébranlerait la confiance de Bryce. Le centre de formation se trouvait à 60 km, sur des routes de montagne sinueuses. Dean insista pour que Bryce conduise, affirmant qu'il voulait évaluer ses compétences en matière de maniement du véhicule. Après une trentaine de kilomètres, la pédale de frein commença à sembler spongieuse. Bryce le remarqua immédiatement. « Il y a un problème avec les freins, sergent. »« Qu'est-ce que tu veux dire? La pédale est molle? Il y a peut-être une fuite de liquide. Gare-toi. Laisse-moi vérifier. » Dean examina le système de freinage avec une préoccupation théâtrale, pointant la fuite minime qu'il avait créée. On dirait une petite fuite. On peut arriver à la formation si on fait attention. Mais il faut que ce soit réparé avant de rentrer. On devrait peut-être appeler un autre véhicule et manquer la formation. C'est important pour ton évolution de carrière. En plus, j'ai conduit des véhicules dans bien pire état en Afghanistan. Garde juste une distance de sécurité. Utilise le frein moteur en descente. Le reste du trajet fut tendu. Bryce agrippant le volant tandis que Dean offrait des paroles rassurantes, savourant secrètement l'anxiété de son partenaire. Ils arrivèrent sains et saufs, mais Bryce était visiblement secoué. Pendant la pause déjeuner,
Dean appela le mécanicien du service et organisa le remorquage de l'unité 23 en invoquant des problèmes de sécurité. Le mécanicien trouverait le tuyau de frein desserré et supposerait une usure normale. Les conducteurs professionnels signalent toujours immédiatement les problèmes mécaniques, dit Dean à Bryce. En attendant la dépanneuse. Bien vu pour le problème de frein. Bryce acquiesça, mais Dean vit qu'il se demandait s'il avait raté quelque chose lors de l'inspection d'avant-service. L'exercice de formation portait sur la prise de décision en situation de crise sous pression, exactement ce qui mettrait à l'épreuve la confiance ébranlée de Bryce. Dean les porta volontaires pour les simulations les plus difficiles. Sachant que la performance de Bryce en souffrirait pendant le jeu de rôle de négociation d'otages, Bryce fit plusieurs erreurs tactiques. Les instructeurs notèrent que Dean offrait un feedback positif en public tout en relevant chaque erreur en privé. « Ne t'inquiète pas, gamin, dit-il à Bryce en rentrant chez eux dans le véhicule de remplacement. Tout le monde galère avec la première formation avancée. Marcus a fait les mêmes erreurs à ton âge. Vraiment? Bien sûr. L'important, c'est d'apprendre des critiques, de ne pas les prendre personnellement. Mais Dean voyait que Bryce le prenait très personnellement. La confiance du jeune officier s'effritait sous la pression accumulée des missions difficiles, des défaillances de l'équipement, des évaluations de performance. De retour en ville, Dean mit en œuvre l'étape suivante, il créa un faux email et envoya des messages anonymes aux membres du conseil municipal, alléguant une conduite inappropriée de la part d'un officier de police non nommé, suggérant au chef Grant de procéder à un examen approfondi du personnel. Les messages étaient suffisamment vagues pour éviter des accusations spécifiques, mais suffisamment détaillés pour susciter une inquiétude officielle. Dans les petites villes, le moindre soupçon d'inconduite policière exigeait une attention immédiate. Afin de maintenir la confiance du public, le chef Grant convoqua Dean dans son bureau lundi. « J'ai reçu des communications inquiétantes concernant une possible inconduite d'un officier. Rien de précis, mais suffisamment pour justifier un examen interne. De quel genre d'inconduite s'agit-il ? Les messages mentionnent des relations inappropriées et l'utilisation des ressources du service. Probablement juste des rumeurs, mais nous avons besoin d'une enquête approfondie. » Dean acquiesça gravement. Absolument. La réputation du service est primordiale. Voulez-vous que je mène des entretiens préliminaires? Ce serait utile. Vous connaissez les officiers mieux que personne. S'il y a un comportement inapproprié, je vous fais confiance pour l'identifier. Je serai minutieux et discret. Au cours des jours suivants, Dean interrogea chaque officier sur le respect des politiques du service concernant la conduite personnelle et l'utilisation des ressources. Les entretiens étaient professionnels et routiniers, mais créèrent une atmosphère de suspicion, mettant tout le monde mal à l'aise. Lors de l'entretien avec Bryce, Dean fut particulièrement minutieux. Existe-t-il des relations personnelles qui créent des conflits d'intérêts avec vos fonctions? Non, monsieur. Un véhicule du service a-t-il été utilisé à des fins non officielles? Seulement pour des activités autorisées, monsieur. Des interactions avec des citoyens qui pourraient être interprétées comme inappropriées. Bryce hésita juste assez longtemps pour que Dean le remarque. Non, monsieur. Bien. La réputation du service dépend du maintien de normes professionnelles. Après chaque entretien, Dean soumettait un rapport confidentiel au chef Grant, déclarant que bien qu'il n'ait trouvé aucune preuve de faute grave, l'officier Keller semblait inhabituellement nerveux pendant l'interrogatoire et pourrait bénéficier d'une supervision et d'une formation supplémentaire. Le rapport n'était pas accablant, mais semait des graines de doute quant à la fiabilité et au jugement de Bryce. Ce soir-là, Dean confronta à nouveau Emily, cette fois avec des documents juridiques. Les papiers du divorce, dit-il, les posant sur la table de la cuisine. Je demande la dissolution du mariage pour cause d'adultère. Emily fixa les papiers, le visage pâle. Dean, s'il te plaît. On peut arranger ça. Thérapie de couple. Le moment pour la thérapie était avant que tu ne décides de trahir 20 ans de mariage. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Emily. C'était un choix. Des choix multiples. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque texto. Tout des choix. Le sang-froid d'Emily se brisa à nouveau. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il faudra pour arranger ça? Ça ne peut pas être arrangé. La confiance ne peut pas être reconstruite une fois qu'elle est complètement détruite. Alors c'est tout? 20 ans jetés à la poubelle parce que je me sentais négligé et que j'ai pris une décision stupide. Tu te sentais négligé,
alors tu as décidé de coucher avec mon partenaire dans ma voiture de patrouille? Émilie sursauta, comme si elle avait été frappée. Ce n'était pas comme ça. Alors explique ce que c'était. Silence pendant plusieurs minutes, des larmes coulant à flot. Finalement, elle murmura, il me faisait me sentir jeune à nouveau, comme si j'étais importante pour quelqu'un. Tu étais importante pour moi. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Émilie secoua la tête. Je ne sais plus. Je suis tellement perdue et effrayée. Et tu devrais avoir peur, parce que je vais m'assurer que tu comprennes exactement ce que coûtent tes choix. Dean la laissa à la table avec les papiers du divorce. Il se rendit en voiture au complexe d'appartements de Bryce. Le jeune officier vivait dans un modeste 2 pièces près de l'université, attirant de jeunes professionnels et des étudiants diplômés. Dean se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 9h30 du soir, Bryce sortit et se dirigea en voiture vers le centre-ville. Dean le suivit à distance. Formation de police, la surveillance devenant une seconde nature. Bryce se gara devant le bar Murphy's Tavern, populaire auprès des policiers en dehors de leurs heures de service et des employés de la ville. Dean le regarda entrer, puis appela Émilie. « Où es-tu » demanda-t-il quand elle répondit. « À la maison, j'essaie de digérer ces papiers de divorce que tu m'as laissés. »« Reste à la maison ce soir, Émilie. Ne va nulle part. »« Pourquoi j'irais » Dean raccrocha et continua à observer Barr. Si Émilie était à la maison, alors Bryce buvait seul, ce qui suggérait que leur relation lui causait aussi du stress. À 11h45 du soir, Bryce sortit, visiblement ivre, tâtonna avec ses clés et faillit les faire tomber avant de déverrouiller sa voiture. Dean appela immédiatement la centrale. Ici le sergent Maddox, possible conducteur en état d'ébriété se dirigeant vers le nord sur Main Street dans une Honda Civic bleue, plaque d'immatriculation. Il lut le numéro de Bryce. En quelques minutes, l'officier Martinez arrêta Bryce à 6 pâtés de maison du bar. Dean se positionna de manière à pouvoir observer sans être vu. Un test de sobriété fut administré avec professionnalisme. Bryce échoua lamentablement. Son taux d'alcoolémie était de 12, bien au-dessus de la limite légale. En tant que policier, il ferait face à des accusations criminelles et à une sanction disciplinaire de la part de son service, ce qui pourrait mettre fin à sa carrière. Dean regarda Bryce se faire menotter et placer dans la voiture de patrouille de Martinez. Le jeune visage était tordu de honte et de désespoir. La vie du gamin était sur le point d'imploser. Il ne comprenait probablement pas pourquoi. Le lendemain matin, le chef Grant convoqua une réunion d'urgence. L'officier Keller a été arrêté pour conduite en état d'ébriété la nuit dernière. En tant que son formateur, j'ai besoin de votre évaluation de son caractère et de son jugement. Dean adopta une expression grave. Je suis préoccupé par le niveau de stress de Bryce. Récemment, il a semblé distrait et a commis plusieurs erreurs de jugement mineures. J'espérais que c'était le trac du débutant, mais cela suggère des problèmes plus profonds. La conduite en état d'ébriété est totalement inacceptable pour les policiers. Absolument. Si Bryce ne peut pas maintenir des normes professionnelles dans sa vie personnelle, comment les citoyens peuvent-ils lui faire confiance pour faire respecter ces mêmes normes? Le chef Grant hocha la tête d'un air sombre. Je recommande le licenciement. Le maire ne tolérera pas cet embarras, surtout avec les plaintes anonymes que nous avons reçues. Je pense que c'est juste, chef. La réputation du service doit passer en premier. En quittant le bureau du chef Grant, Dean ressentit une satisfaction sinistre. La carrière de Bryce était effectivement terminée. Le jeune homme ne comprenait probablement toujours pas sa chute orchestrée. Mais Dean n'en avait pas fini. Cet après-midi-là, il rendit à nouveau visite à Patricia Wells, passant en revue l'avancement du dossier de divorce. L'avocate d'Emily demande une médiation, l'informa Patricia. Ils veulent négocier un règlement sans procès. Quel genre de règlement? Une division standard des biens, une pension alimentaire limitée, le partage des dettes communes. En gros, minimiser l'impact financier du divorce. Dean secoua la tête. Pas de règlement. Je veux que ça aille au procès. Je veux que l'adultère d'Emily soit rendu public. C'est inhabituel, sergent Maddox. La plupart des gens préfèrent la confidentialité d'un règlement. Je ne suis pas la plupart des gens. Emily a choisi de rendre publiques nos affaires privées lorsqu'elle a mené sa liaison dans un véhicule de police. Maintenant, elle peut faire face à des conséquences publiques.
Au cours des semaines suivantes, Dean commença à liquider les biens communs non protégés par les ordonnances judiciaires. Les économies communes, les portefeuilles d'investissement et les biens personnels de valeur furent systématiquement convertis en compte au seul nom de Dean. Quand Emily découvrit l'argent manquant, elle le confronta avec colère. « Tu as vidé nos économies. C'est illégal. Je ne vole rien. Je t'empêche de dépenser des fonds communs pour ta liaison, ce qui constituerait un gaspillage conjugal en vertu du droit de l'État. » Le visage d'Emily rougit de colère. « Tu es vindicatif et cruel. Je suis stratégique. Tu as choisi de jouer avec notre mariage. Maintenant, tu es en train d'apprendre. Je suis meilleur au jeu que toi. » Le procès de divorce fut programmé 6 semaines plus tard, donnant à Dean suffisamment de temps pour préparer ses derniers mouvements. Il utilisa ce temps pour rassembler des preuves supplémentaires, se coordonnant avec Patricia pour présenter le dossier le plus accablant possible contre Emily. Il avait également commencé à répandre la nouvelle dans toute la communauté concernant le procès imminent, s'assurant que l'adultère d'Emily serait rendu public. Dans les petites villes, la réputation était primordiale, et Dean avait l'intention de s'assurer que celle d'Emily serait complètement détruite. 2 semaines avant le procès, Bryce fit une tentative désespérée pour contacter Dean directement. Le jeune homme attendit sur le parking du poste de police jusqu'à ce que Dean ait terminé son service. « Sergent Maddox, j'ai besoin de vous parler. » Dean regarda Bryce avec un dédain glacial. L'ancien officier avait l'air hagard et désespéré. Son uniforme avait été remplacé par des vêtements civils qui pendaient amplement sur sa silhouette amaigrie. « Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter, Keller. S'il vous plaît. Je sais que vous savez pour Emily et moi. Je sais que vous avez systématiquement détruit ma vie. Votre vie a été détruite à l'instant où vous avez décidé de trahir votre partenaire et votre insigne. » Les yeux de Bryce brillaient d'un désespoir sauvage. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Emily était seule. Vous étiez distant. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste comme ça. Chaque choix a des conséquences. Vous avez choisi de courtiser ma femme. Vous avez choisi de me mentir quotidiennement tout en prétendant être mon partenaire. Je tombais amoureux d'elle. » Dean ricana amèrement. « L'amour ? Vous couchiez avec une femme mariée dans une voiture de police. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme et de la stupidité. » Le désespoir de Bryce se transforma en colère. « Vous m'avez piégé. La défaillance des freins, l'arrestation pour conduite en état d'ivresse, l'enquête interne. Tout cela, c'était vous. Prouvez-le. Je n'ai pas à le prouver. Je sais que c'était vous. » Dean se rapprocha, sa voix baissant en un murmure. « Ce que vous savez et ce que vous pouvez prouver sont 2 choses différentes. Vous êtes un ancien flic déshonoré avec un problème d'alcool et un historique de mauvais jugement. Qui va croire vos théories paranoïaques ?» Les mains de Bryce se serrèrent en poing. Dean pouvait le voir calculer si la violence était une option. Dean espérait qu'il essaierait. Des accusations seraient le couronnement parfait de la destruction de Bryce. Mais Bryce n'était pas aussi stupide. Il recula. « Et Emily ? Elle va tout perdre aussi. Emily a fait son choix. Elle a choisi l'excitation plutôt que la stabilité, la validation plutôt que la loyauté. Maintenant, elle va vivre avec les conséquences. » Bryce se retourna et s'éloigna sans un mot de plus. Dean le regarda partir, ne ressentant aucune satisfaction, seulement une résolution froide. La vie du jeune homme était effectivement terminée. Mais cela était inévitable à partir du moment où il avait décidé de trahir la confiance de son partenaire. Le procès de divorce commença un froid mardi matin de novembre. Le tribunal était rempli de citadins curieux, attirés par les rumeurs de scandales impliquant le service de police. Dean s'était assuré que la nouvelle se répande au sujet des détails salaces qui seraient révélés pendant le témoignage. Patricia Wells présenta la défense de Dean avec une précision clinique. Preuves GPS, enregistrements audio, photographies, relevés financiers. Chaque aspect de la liaison d'Emily a été documenté et présenté avec un effet dévastateur. La défendresse a systématiquement trompé son mari tout en entretenant une relation adultère avec son partenaire professionnel. Patricia dit au juge qu'elle avait utilisé les fonds matrimoniaux pour faciliter cette liaison, avait menti à plusieurs reprises au sujet de ses activités et avait fait preuve d'un mépris total quant à l'impact de ses actions sur la carrière et la réputation de son mari. L'avocat d'Emily, un jeune défenseur public nommé David Shen,
eut du mal à présenter une défense efficace. Sa cliente avait été prise dans de multiples mensonges. Les preuves contre elle étaient accablantes. Votre honneur, bien que les actions de Madame Maddox aient été certainement inappropriées, elles sont le résultat d'un mariage qui se détériorait depuis des années. La distance émotionnelle et l'obsession du travail de son mari ont créé un environnement dans lequel elle se sentait négligée et invisible. Alors elle a décidé de commettre l'adultère avec le partenaire de son mari, demanda le juge avec scepticisme. Elle a commis une erreur née de la solitude et du désespoir. Mais cette erreur ne devrait pas tout lui coûter. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans de mariage. Lorsqu'Emily témoigna à sa propre défense, son témoignage fut pénible à regarder. Elle alternait entre des excuses larmoyantes et des tentatives désespérées de justifier ses actions. « Je n'ai jamais voulu blesser Dean, sanglota-t-elle. J'étais juste si seule et je me sentais si invisible dans mon propre mariage. Bryce m'a fait me sentir jeune et désirable à nouveau. Ce n'était pas prévu. Les choses se sont produites plusieurs fois sur plusieurs mois. Oui. En utilisant la confiance et l'accès de votre mari pour faciliter ces rencontres. » La voix d'Emily était à peine audible. Oui. Et vous avez menti à votre mari à plusieurs reprises au sujet de vos allées et venues? Oui. En utilisant les fonds matrimoniaux communs pour acheter des vêtements et d'autres articles pour améliorer votre attrait auprès de votre amant? Oui. L'interrogatoire de Patricia fut méthodique et brutal. Au moment où Emily quitta la bar, sa réputation était en ruine et sa position juridique désespérée. Le témoignage de Dean fut bref et dévastateur. Il parla d'un ton mesuré de sa découverte de la liaison, de ses tentatives pour sauver son mariage et des mensonges persistants d'Emily. « J'avais confié ma vie à ma femme et à ma partenaire », déclara-t-il au tribunal. Elles ont choisi de trahir cette confiance de la manière la plus personnelle qui soit. Les dommages causés à ma réputation professionnelle et à ma dignité personnelle sont irréparables. La décision du juge fut rapide et sévère. Emily ne recevrait aucune pension alimentaire, un minimum d'actifs partagés et devrait assumer ses propres frais juridiques. La constatation d'adultère resterait inscrite au registre public, détruisant de fait sa réputation dans cette petite ville. Madame Maddox, vos actions ont démontré un mépris total de vos vœux de mariage et de la position de votre mari dans la communauté, déclara le juge. Les preuves démontrent une tromperie systématique et l'utilisation des ressources conjugales pour faciliter une liaison extra-conjugale, poursuivit-il. Ce tribunal considère votre conduite comme inexcusable. Emily s'effondra en larmes à la lecture du verdict. Sa sœur, Darla, l'aida à quitter la salle d'audience tandis que Dean observait impassible à l'extérieur du palais de justice. Les caméras des chaînes d'information locales capturèrent l'humiliation d'Emily. Pour le journal télévisé du soir, Dean fit une brève déclaration sur son intention de tourner la page et de se concentrer sur sa carrière dans les forces de l'ordre. Ce soir-là, Dean se rendit à l'aire de stationnement isolé où Emily et Bryce avaient entretenu leur liaison. Il se gara à l'endroit même où il avait surpris leur étreinte pour la première fois et resta assis en silence pendant plusieurs minutes. De sa poche, il sortit la boucle d'oreille en émeraude qui avait tout déclenché. La minuscule inscription, à jamais des E, capta le clair de lune alors qu'il la tenait levée. Il se dirigea vers un grand pin au bord de la clairière et déposa la boucle d'oreille sur une racine proéminente. À côté, il laissa un mot manuscrit qui disait « Vous avez laissé tomber quelque chose. » « Je n'ai rien laissé tomber, répondit-elle. Alors qu'il s'éloignait, Dean ne ressentait aucune satisfaction, seulement un vide. Emily avait perdu son mariage, sa maison, sa réputation et son avenir. Bryce avait renoncé à sa carrière, à sa liberté et à ses rêves. Tous deux avaient payé le prix de leur trahison, mais Dean avait également perdu quelque chose, sa foi dans les personnes auxquelles il avait le plus fait confiance. La victoire lui semblait creuse, car elle ne pouvait pas restaurer ce qui lui avait été pris. La radio grésilla et reprit alors qu'il rentrait chez lui. Tous les véhicules, tapage domestique sur Elm Street. Signalement de cri. Dean tendit la main vers le microphone, puis hésita. Après tout ce qui s'était passé, il n'était pas certain d'avoir encore le cœur de protéger et de servir une communauté où la confiance pouvait être si facilement brisée. Mais le devoir l'appelait, et Dean Maddox n'avait jamais été du genre à se soustraire à ses responsabilités. Unité 47, je réponds, dit-il dans le micro, sa voix stable malgré le poids de tout ce qu'il avait sacrifié et de tout ce qu'il avait gagné. L'histoire était terminée, mais la vie continuait. Et parfois, c'était la conséquence la plus dure de toutes.